Bonjour tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui à ce Midi Grise pour entendre parler de mes intérêts de recherche. C'est drôle, moi j'ai été professeure à l'Université de Sherbrooke pendant 4 ans, donc il y a plusieurs visages que je reconnais qui étaient étudiants et qui sont maintenant professeurs, donc c'est très drôle. Et un petit salut spécial à Michel ici. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, en gros, c'est un tour d'horizon sur les déterminants associés aux comportements pro-environnementaux à l'adolescence, puis aussi sur les incontournables en intervention jeunesse pour soutenir l'action climatique là, chez les personnes adolescentes. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Mais avant de commencer, je voulais activer vos connaissances. Fait que si ça fonctionne bien, je vais partir un WooClap. Donc là, vous devriez voir l'événement sur le truc. Vous devez, en fond, scanner le code QR. C'est plate, il ne donne pas l'adresse d'habitude. Sinon, c'est wooclap.ca, je pense. Ah, excusez, il fallait juste que j'élargisse ma fenêtre. Donc, soit vous scannez le code QR ou vous allez sur voclap.com puis vous rentrez le code de l'événement. Donc, je vois qu'il y a 8 personnes qui ont réussi. Peut-être attendre juste encore un peu. 9, 10. Parfait, 12. Je ne sais pas comment on était, mais ça doit ressembler pas mal à ça. OK, ça bouge plus. Donc, je vais démarrer l'événement pour activer vos connaissances. Ça marche. Est-ce que vous êtes capable de voter? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, tout est beau. OK, OK, parfait. Alors, c'est ça. Adoptez-vous des comportements pro-environnementaux à l'adolescence. Puis là, j'ai mis un peu la définition des efforts conscients pour atténuer l'impact de vos gestes sur l'environnement. Il faut qu'il y ait une intention ou une espèce de conscience par rapport à ça. Donc, on voit qu'on est comme dans 3 quarts oui, un quart non à peu près, ce qui est très bien. Donc, c'est sûr que c'est large, un comportement pro-environnemental, mais justement, pour ceux et celles qui en faisaient à l'adolescence, parce que c'est vraiment ça le but, je vais vous demander une question un petit peu plus précise. Donc, dans quel type de comportement pro-environnementaux adoptez-vous? Donc, vous avez la conservation, par exemple, prendre des courtes douches, la mobilité, le transport actif, prendre l'autobus, réduction des déchets, éviter les plastiques à usage unique, magasiner dans des friperies pour la consommation, euh, discuter des questions environnementales avec votre entourage, s'informer, lire, écouter des documentaires, puis finalement, la participation et le leadership. Donc, par exemple, boycotter une compagnie, écrire des lettres ou aller dans des manifestations environnementales. Donc, c'est super, on va y revenir tantôt, mais on voit que plus le comportement devient un peu plus difficile, ben, il y a moins de monde qui les adopte, puis c'est tout à fait normal. Puis c'est ce qu'on voit aussi à l'adolescence, on va y revenir tantôt. Et finalement, pour ceux et celles qui n'en adoptaient pas, peut-être juste mentionner c'était quoi les raisons. Est-ce que c'est parce que ça ne vous intéressait pas, vous ne connaissez pas les enjeux, vous ne vous sentez pas vraiment connecté à la nature, c'était pas vraiment dans la culture de votre famille, c'était pas très populaire dans votre groupe d'amis, ou il n'y avait pas vraiment d'opportunité d'implication à votre école? Bon, parfait. Donc, une seule réponse, c'est intéressant. On va revenir en fait sur les déterminants. C'est tous des déterminants que je vous ai mis là, mais on va y retenir un petit peu plus en détail tantôt. Fait que j'arrête le partage, c'était juste pour s'amuser un peu puis activer les connaissances. Maintenant, je vais partager mon écran. OK, s'il y a quelque chose, vous me dites là, si ça ne marche pas. Donc, je voulais aussi commencer avec une tranche de vie pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi qui m'a amené vers l'action climatique à l'adolescence. Alors moi, mon premier geste pro-environnemental que j'ai fait de façon intentionnelle et consciente, ça a été de boycotter McDonald's parce que j'avais entendu dire que ça causait la déforestation en Amazonie. Écoutez, j'avais quoi, peut-être 15-16 ans, c'était dans les années 90. Bon,
j'étais pas super cohérente, puis c'est un geste bien naïf, parce que des fois, j'allais dans d'autres fast-food, mais il faut dire que j'ai vraiment pu manger dans ce type de restaurant-là là, depuis l'adolescence. Donc, ça a quand même tenu bon mon geste pro-environnemental. Aussi, ben, je magasinais dans les friperies, mais ça, c'était plus ou moins un geste pro-environnemental parce qu'en fait, c'était la mode. Comme je l'ai dit tantôt, j'étais dans les années 90 au secondaire, début 90. La mode, c'était au grunge. Fait que plus tu étais lettement habillé, plus c'était beau. Ça a un tout petit peu changé aujourd'hui, on va dire, mais je suis vraiment contente de voir le retour en force des cotons wattés et ça fait du bien de voir nos ados habillés en coton watté. Donc voilà. Et aussi, j'ai tout le temps été émerveillée quand même par la nature, même quand j'étais jeune. J'ai eu la chance, moi, de faire des camps d'été aussi, ce qui m'a quand même pas mal aidé. Mais tu sais, par exemple, les couchers de soleil, j'ai tout le temps trouvé ça beau, ça me fascinait. Sauf que, tu sais, j'en parlais pas dans mon groupe d'amis. C'était pas très populaire de dire ça. Puis je pense il m'aurait vraiment niaisé si j'en avais parlé. Fait que c'est toutes des choses que j'ai gardées plus au fond de moi, si on veut. Puis, en fait, ma mobilisation environnementale, elle a connu différentes périodes dans ma vie. Donc, début vingtaine, en fin de l'école secondaire, je suis vraiment revenue à mes valeurs. J'avais un panier bio d'un permis de famille. Je m'achetais vraiment pas beaucoup de biens. Fait que mes amis me taquinaient puis m'appelaient simplicité volontaire. Ensuite, je faisais du compost sur mon balcon à Montréal. Je suis devenue végétarienne. Fait que là, j'étais vraiment dedans. Début trentaine, avec la job qui arrive à temps plein, les enfants. Ouais, j'ai tout mis un petit peu tout ça de côté. Puis aussi, j'étais plus sensible à la pression sociale de c'est quoi avoir réussi sa vie en Amérique du Nord, donc ce qui est souvent pas en accord là, avec les valeurs pro-environnementales. Mais là, début quarantaine, avec la crise climatique en arrière-plan, ben, j'ai vraiment effectué un retour là, vers mes valeurs fondamentales. J'ai commencé à faire de l'application, mais collective. Donc, je me suis impliquée dans Mère au front, s'il y en a qui connaissent ça, qui est comme un groupe citoyen. Ensuite, je suis allée à mon conseil des quartiers. Je me suis impliquée aussi en environnement dans ce groupe-là. Puis c'est ça, le fait que ce soit collectif, ça m'a permis de me faire un réseau aussi, de rencontrer des personnes très inspirantes. Fait que ça, c'est très motivant aussi. Puis même si je cherche encore ma place là-dedans, là, c'est sûr qu'un retour en arrière m'apparaît maintenant là, impossible. Alors voilà, puis c'est ça. Puis je me suis dit, ben là, tant qu'à faire, je suis super impliquée sur le plan personnel. Qu'est-ce que je préfère à mon travail, qui occupe quand même pas mal toutes les heures de notre journée, mais je me dis, ah, ben tu sais, je pourrais peut-être réorienter mes intérêts de recherche vers l'action climatique à l'adolescence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai longtemps travaillé sur les activités parascolaires. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça après 13-14 ans de carrière? Je sais pas. Ça dépend sur quel angle on regarde ça. Mais moi, ça m'a donné quand même un vent de fraîcheur puis une motivation là, à mon travail. Mais il fallait que je reparte à zéro côté recherche parce que je ne connaissais pas les écrits scientifiques là-dessus. Puis, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est que j'ai appliqué sur une subvention de développement savoir, mais pour chercheurs établis. Donc, le CRSH permet à des chercheurs de carrière, ben, plus loin en carrière, de réorienter leurs intérêts de recherche. Ils donnent des montants pour ça. Donc, j'ai pu faire des recensions des écrits sur les déterminants. Puis, j'ai pu aussi faire m'approprier un petit peu les écrits scientifiques sur les ingrédients clés des interventions, puis faire quelques activités de recherche. Puis, c'est vraiment ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai aussi pu faire des contacts avec des organismes jeunesse en environnement qui en font vraiment des choses très, très incroyables là, avec les adolescents. On va commencer par une définition. Elle était là tantôt dans le WooClap, mais ça a passé vite, puis vous deviez peut-être être en train de regarder plutôt les questions. Moi, j'interchange comportements pro-environnementaux puis action climatique. Je ne sais pas si je devrais faire ça, mais je trouve ça vraiment moins long de dire action climatique, donc voilà. Mais sinon, de quoi que je parle, là, c'est tous les comportements qu'une personne va adopter de façon consciente et intentionnelle et qui visent à protéger l'environnement. Puis, ben, comme on l'a vu tantôt dans les écrits scientifiques, on va les regrouper en certaines catégories. Donc, tout ce qui est recyclage et compostage, par exemple, mettre le carton dans le bac, la conservation de l'énergie, fermer l'eau du robinet, fermer les lumières, la réduction des déchets, donc la gourde, ça peut être réduire les plastiques à usage unique, mobilité, transport, aller à l'école en bicyclette, faire du covoiturage, connaissance intérêt, regarder des documentaires, habitude de consommation, ben, manger moins de viande, aller dans les friperies, juste moins consommer aussi.
La communication et la persuasion, par exemple, ben là, je me suis mis dans les peaux des adolescents, donc demander à ses parents d'acheter des produits bio, demander à ses parents d'être dans une épicerie zéro déchet, par exemple, des choses comme ça. Et participation au leadership, donc prendre part à des manifestations, boycotter, tantôt je l'ai dit, ou écrire des pétitions, signer des pétitions, ou écrire des lettres là, à des représentants. Et comme je l'ai mentionné tantôt dans le booklab, ça, c'est comme gradé en une échelle d'effort. Fait que recycler, composter, ça ne demande pas d'effort. Participation et leadership, on est vraiment dans le top de la pyramide des comportements pro-environnementaux. Ensuite, pourquoi à l'adolescence s'intéresser à ça? En fait, c'est une belle fenêtre d'opportunité, l'adolescence. Euh, En fait, les adolescents, leurs habitudes de vie ne sont pas encore cristallisées, donc sont encore malléables par rapport à ça. Ça, c'est ma représentation d'un adolescent. Je le sais, à un moment donné, quelqu'un va me dire que ça ne fait pas de sens, mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve bien cute, fait que je l'ai laissé. Mais c'est ça, les habitudes de vie ne sont pas encore ancrées. Les adolescents sont en pleine formation de leur identité, fait qu'ils sont encore quand même influençables par rapport à leurs valeurs, à leur mode de vie, à leurs habitudes, que ce soit par les parents, leurs amis, les enseignants ou même des intervenants jeunesse. Donc, c'est pour ça que c'est une belle fenêtre d'opportunité, l'adolescence, parce que on peut encore, c'est moins cristallisé, en fait. Et aussi, si j'entre de façon plus spécifique dans le militantisme ou l'activisme, ce que je ne ferai pas là, dans le reste de la présentation, parce que c'est vraiment un domaine de recherche à part, là, des écrits scientifiques sont très spécifiques là-dessus. Euh, les personnes adolescentes sont quand même vraiment bien placées là, pour faire bouger les choses. Il y a une jeune activiste, Jamie Margolin, que j'ai mis en référence, qui disait que euh, les adolescents ils ont une énergie nouvelle, ils ont souvent un regard neuf sur les situations, ils ont un refus d'accepter le statu quo. Des fois, ça nous énerve, mais en même temps, c'est une force. Puis parce qu'elles n'ont pas créé les systèmes qui menacent leur avenir, qu'elles n'ont rien à gagner du militantisme, puis aussi qu'elles ne sont pas encore corrompues, c'est sûr qu'elles sont en excellente position pour transformer le monde. Alors voilà, les adolescents, c'est nos leaders d'aujourd'hui et de demain, puis ils vont jouer un rôle essentiel pour opérer des changements durables dans la société. Mais c'est ça, qu'on le veuille ou non, ils vont évoluer dans un contexte de crise climatique, puis pour l'instant, ils ont besoin d'aide pour bien se préparer à ça. Pour vous mettre un petit peu en contexte, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la dernière enquête québécoise sur la santé du jeune secondaire, ils ont rajouté des questions par rapport à l'éco-anxiété. Donc, j'ai mis une définition ici. L'éco-anxiété, c'est une réponse émotionnelle face à la menace posée par la crise du climat et la perte de la biodiversité. Et moi, j'étais vraiment surprise de voir le résultat. Donc, on sait que c'est 70 000 élèves secondaires et plus, là, cette enquête-là. Et il y a un élève sur cinq qui a rapporté ressentir de l'éco-anxiété souvent et un sur 10 toujours ou presque toujours. Moi, j'ai trouvé ça vraiment énorme. C'est important de s'y attarder. Les personnes adolescentes sont inquiètes et sont aussi lucides là, par rapport à la crise climatique. Et aussi, c'est important parce que selon la Lancet Psychiatry Commission on Youth Mental Health, euh, la crise climatique, ça fait partie des méga tendances qui vont affecter la santé mentale des jeunes dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que ça amène un facteur de risque très important pour les problèmes de santé mentale, c'est-à-dire l'incertitude envers l'avenir. Donc, c'est un enjeu qui est super important. Et une stratégie pour aider les personnes adolescentes à mieux gérer ces émotions négatives-là, ben, c'est de créer des opportunités de mise en action puis de les accompagner là-dedans. Parce que pour l'instant, la mise en action n'est pas super présente. Là, c'est sûr, je vais vous présenter des données d'un projet qui a seulement 862 élèves du secondaire, surtout en plus d'écoles privées. Mais quand même, c'était juste pour vous donner une petite idée. Donc, on leur a demandé toutes sortes de comportements civiques. C'est un projet plus large sur l'engagement citoyen à l'adolescence. Et ben, zéro on dit avoir manifesté ou se sont rassemblés par rapport à des questions environnementales dans la dernière année, comparativement, par exemple, 30 qui ont participé à une collecte de fonds ou qui ont aidé les membres de leur communauté ou 50 qui ont fait du bénévolat.
Donc, on voit que c'est pas nécessairement dans les priorités. Puis, on les questionnait aussi sur leurs comportements pro-environnementaux dans la dernière année, depuis le mois de septembre, donc c'est en mars. Et là, je vous ai mis les pourcentages pour 5 fois et plus dans l'année. Fait que ça, c'est pas beaucoup, c'est comme une fois par 2 mois à peu près. Alors, moins de 10 ont évité de manger des produits animaux, 10 à peu près ont magasiné dans des friperies, 20 discuté des questions environnementales avec leur entourage, plus 40 les plastiques à usage unique, le mode de transport actif, on est plus dans les 60 puis même recycler à l'école, c'était même pas 100 fait que ça, j'ai été quand même pas mal surprise. Donc, c'est pas vraiment là pour l'instant, en tout cas dans cet échantillon-là. Et voilà. C'est comme, ça devient donc important de savoir c'est quoi qui prédit ou qui favorise l'adoption des comportements pro-environnementaux à l'adolescence. Alors, pour savoir ça, j'ai effectué une revue de la portée. J'ai recensé 62 études qui abordaient ça, les comportements pro-environnementaux à l'adolescence, au moins un déterminant, dans les 10 dernières années. J'ai été vraiment déçue de la qualité des études. En fait, sur les 62, il y en avait peut-être 4 qui étaient longitudinales. Donc, on ne peut même pas appeler ça des déterminants, c'est plutôt des corrélats. Et la méthodologie, non, c'était pas un corpus hyper de qualité, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'avais plein de pays représentés, autant dans le Global North que dans le Global South. Fait qu'au moins, ça faisait quand même un portrait de la situation intéressant. Alors, je vais vous présenter ces déterminants-là. Je les ai classés en individuels, familiaux, sociaux, puis scolaires et communautaires. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent va adopter des comportements pro-environnementaux? C'est d'abord le fait qu'il y a des attitudes pro-environnementales. Donc, ça, c'est des croyances puis des émotions en lien avec des valeurs pro-environnementales. Par exemple, trouver important d'éviter les plastiques à usage unique. Ensuite, un facteur de risque vraiment central, c'est la perception d'efficacité personnelle. Donc, le fait de se sentir capable de réduire, par exemple, sa consommation de plastique à usage unique. Ce déterminant-là, il fait partie des modèles théoriques là, souvent qu'on utilise pour prédire les comportements pro-environnementaux, comme la Theory of Planned Behavior, pour ceux qui la connaissent. Ensuite, il y a les connaissances. Donc, plus les jeunes ont des bonnes connaissances sur les enjeux environnementaux, comme par exemple une bonne compréhension des concepts et des principes qui sont liés à l'écologie, ça va faire en sorte aussi qu'ils vont adopter plus de comportements pro-environnementaux. Un autre déterminant important, c'est le sentiment de connexion avec la nature, c'est-à-dire le fait de ressentir un état de bien-être, d'harmonie, d'appartenance quand on est dans la nature, puis aussi d'éprouver un sentiment profond de connexion avec la nature. Ça fait en sorte qu'on va vouloir la protéger, en fait. Et finalement, il y a les inquiétudes liées au changement climatique. Par exemple, j'ai peur que les changements climatiques affectent ma vie future. Ça, ça augmente les comportements pro-environnementaux, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Quand les inquiétudes ou les préoccupations sont trop élevées, souvent les personnes deviennent paralysées puis ils ne s'impliquent pas. Mais s'ils n'en ont pas du tout, ils ne vont pas non plus se mettre en action. Fait qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre entre être un peu éco-anxieux pour se mettre en action versus pas l'être du tout ou l'être trop. Pour les déterminants familiaux et sociaux, celui qui revient vraiment souvent dans les écrits scientifiques, c'est le fait de discuter en famille des enjeux sociaux, politiques et environnementaux d'actualité. Par exemple, parler des élections avec ses parents. Ce que ça fait, c'est que ça éveille la conscience critique des adolescents sur des sujets d'actualité, puis ça permet aux parents de transmettre leurs valeurs aussi. Donc, ça, c'est très important. Il y a aussi le fait d'adopter comme parents des comportements pro-environnementaux. Par exemple, mes parents fréquentent les épiceries zéro déchet. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient normaliser le comportement. Ça donne des opportunités aussi de participation pour les adolescents. Par exemple, si tes parents vont à des manifestations environnementales et que tu vas avec eux, ben, par défaut, toi aussi, tu es allé, donc tu as fait un comportement pro-environnemental. Et voilà, là, c'est de l'apprentissage social, en fait. Là. Pour le groupe de pairs, il y a encore les discussions avec les enjeux sociaux, politiques et environnementaux. Par exemple, si j'ai un exemple, parler de l'égalité entre les genres avec ses amis, là, c'est pas nécessairement un sujet environnemental, ça peut être environnemental, c'est juste un sujet d'actualité.
Et particulièrement à l'adolescence, c'est important avec les amis parce qu'il y a moins de hiérarchie dans les relations, puis on sait à quel point les adolescents se conforment à la pression sociale puis à l'influence de leurs amis. Puis il y a aussi justement les normes sociales qui sont très importantes. Donc, si tes amis trouvent important de s'impliquer en environnement, mais c'est sûr que toi, tu vas être porté aussi à le faire. Dans les écrits scientifiques, pour ceux et celles qui sont familiers avec ça, il y a deux types de normes. On va parler des normes descriptives. Ça, c'est des perceptions de ce que la plupart des gens autour de moi font. Donc, c'est ça qui donne des indications sur ce qui est normal ou ce qui est typique de faire. Par exemple, la plupart des jeunes de mon âge apportent leur gourde réutilisable à l'école. Donc, la personne se dit, ben là, si les autres le font, ça doit être une bonne chose, je devrais peut-être le faire moi aussi. Donc, ça, on est dans les normes plus descriptives, dans les normes plus normales. Puis, il y a les normes injonctives qui touchent, elles, plus aux perceptions de ce que les gens importants autour de moi font ou s'attendent à ce que moi je fasse. Donc là, on est plus dans l'approbation sociale ou la désapprobation sociale. Par exemple, mes amis trouvent qu'il faut éviter la fast fashion parce que c'est irresponsable. Donc, le message, c'est un peu, ben là, les gens autour de moi seraient déçus si je m'achetais des vêtements de la fast fashion, fait que je vais peut-être pas le faire. Fait qu'on est plus là-dedans. Puis, ben, dans les études à l'adolescence, les normes descriptives sont les plus importantes. Fait que c'est vraiment important de normaliser les comportements pro-environnementaux là, chez les jeunes. Puis, finalement, dans les déterminants scolaires et communautaires, ben, il y a bien sûr l'éducation relative à l'environnement. Ça, c'est vraiment à l'intérieur du cursus scolaire, il va y avoir des notions sur toutes sortes de sujets en lien avec l'environnement. Ici, j'ai mis la biodiversité. Il y a aussi, comme on a vu avec les parents et les amis, le fait que les personnes enseignantes amènent des sujets chauds en classe, des sujets d'actualité. Ça éveille, en fait, ça éveille les adolescents sur ce qui se passe autour d'eux. Ça fait des négatifs du capitalisme en classe. Donc, ça donne des notions, ça augmente les connaissances, puis ça les motive un peu. En fait, si vous en connaissez, les personnes adolescentes sont quand même facilement indignées. Donc, quand elles se pensent qu'elles sont à voir, par exemple, par une compagnie, ben, ça peut leur donner un sentiment vraiment d'injustice profond, puis ça peut les mettre en action. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le temps l'idéal de tabler sur des émotions négatives, mais ça permet quand même de bien les mobiliser. Puis ça, ben, un bon documentaire bien fait, ça peut vraiment faire la job, là. Et bien sûr, les opportunités d'implication à l'école et dans la communauté. Par exemple, si l'école offre un comité vert, ben, ça donne une opportunité d'implication là, pour les adolescents. Euh, c'est souvent les premières opportunités structurées d'apprendre des compétences environnementales, ces espèces d'activités parascolaires-là. Donc, c'est des points d'entrée importants à l'adolescence là, pour l'action climatique. Alors voilà, je viens de vous faire un genre de sprint des déterminants pro-environnementaux. Donc, qu'est-ce qui pousse les personnes adolescentes à en adopter? Et voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de leviers sur lesquels on peut appuyer, des leviers individuels, sociaux, familiaux et aussi scolaires et communautaires. Et c'est justement là, je vais aller aborder avec vous les ingrédients clés des interventions jeunesse qui font en sorte que ça peut augmenter l'action climatique à l'adolescence. Et sans rentrer dans les détails, en fait, tout ça est parti d'une méta-analyse qui a été publiée en 2022 avec vraiment beaucoup d'études, comme 160 études, je pense, euh, qui ont démontré des effets, puis c'était dans des contextes formels et informels, les interventions, fait que c'est intéressant, qui ont démontré que oui, ça a un impact sur l'augmentation des connaissances, des attitudes, des intentions, puis des comportements pro-environnementaux avec des tailles d'effets moyennes, les interventions jeunesse en environnement. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je voulais aller voir c'était quoi les incontournables ou qu'est-ce qui fait qu'une intervention va être plus efficace là, pour augmenter l'action climatique chez les jeunes. Donc, ici, mon but, c'était d'identifier les incontournables dans l'intervention jeunesse en croisant les savoirs scientifiques et expérientiels. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, j'ai fait plusieurs étapes dans ma recherche. Donc, premièrement, j'ai commencé par une revue narrative des écrits sur les ingrédients clés des interventions. À cette étape-là, j'ai trouvé plus des synthèses des écrits. Donc, des recensions systématiques, des guides de pratique en intervention jeunesse. Donc, je suis partie de ça. Ensuite,
j'ai bâti un questionnaire en ligne et j'ai recruté des personnes intervenantes dans des organismes jeunesse en environnement. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils pensaient de ce que j'avais ressorti des écrits scientifiques. Puis je voulais voir aussi, eux, s'il n'y avait pas d'autres choses à rajouter là, sur la base de leur expérience terrain. J'ai une trentaine de personnes de 10 organismes jeunesse qui ont rempli le questionnaire. Puis il y avait toutes sortes aussi de questions dans le questionnaire. Des fois, je leur demandais de classer ce que je leur mettais en ordre d'importance. Il y avait des questions ouvertes aussi. C'est à part ce que je viens de vous présenter, qu'est-ce qui est un incontournable, par exemple, par rapport au contenu ou des choses comme ça. Donc, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai organisé une activité pratique auprès de personnes intervenantes. Donc, j'ai eu deux équipes de 4 personnes. Puis là, ils devaient créer leur modèle logique d'intervention idéal sur la base des rubriques que je leur proposais. Donc, en équipe, ils devaient choisir des ingrédients clés au détriment d'autres. Donc, je voulais vraiment ici aller voir les incontournables là, sur la base de leur savoir expérientiel. Et finalement, j'ai fait des entrevues avec des adolescents qui étaient engagés. Pour la plupart, ils étaient engagés dans le comité vert de leur école. Puis, je voulais savoir c'était quoi leur perception sur les meilleures façons de mobiliser les jeunes en environnement. Alors, je vais vous présenter le fruit de toute cette démarche-là dans les prochaines diapos, mais pour ceux qui me connaissent, là, vous pouvez voir à quel point je suis sortie de ma zone de confort avec cette étude-là. Mais bon, j'ai vraiment aimé ça et j'ai appris plein de choses. Oui, c'est ça. Puis les composants du modèle psychoéducatif, en fait, ils m'ont aidé à classer les informations. Donc, ce que je voulais savoir, j'ai pris les composants suivants. Donc, les sujets, les objectifs, les éducateurs, le programme, je l'ai divisé en contenu, en levier, en différents types de leviers, puis les moyens de mise en interaction. Donc, je voulais savoir si je veux que l'intervention soit efficace, c'est qui les personnes que je devrais cibler? Quels devraient être les objectifs? C'est quoi les caractéristiques que les intervenants devraient avoir pour animer les interventions ou les ateliers? C'est quoi les contenus incontournables qu'on devrait aborder? Ensuite, c'est sur quel levier on devrait miser? Est-ce qu'on devrait augmenter leurs connaissances? Est-ce qu'on devrait augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle? Est-ce qu'on devrait changer les normes sociales? Donc, tous ces leviers-là, on va aller les voir tantôt. Et finalement, c'est quoi les activités les plus intéressantes à inclure? Fait que je voulais comme avoir une idée de, tu sais, ça, des incontournables en intervention pour soutenir les organismes jeunesse ou des personnes qui seraient intéressées à monter des activités, par exemple, dans leur école. Alors, je vais commencer par la composante sujet. Là, j'ai comme un code de couleur, comme vous pouvez le voir. En bleu foncé, c'est ce qui ressortait des écrits scientifiques. En vert, c'est ce qu'on a ajouté dans le questionnaire en ligne ou ce qui est comment, dérivé des réponses des personnes intervenantes qui l'ont complété. Et en bleu pâle, c'est ce qu'on a rajouté pour l'activité pratique avec un partenaire jeunesse, la Fondation Monique Feedback, qui m'a comme soutenu là-dedans. On a identifié des fois d'autres incontournables qu'on a rajoutés, qui n'étaient pas ni dans les écrits scientifiques ni dans le questionnaire en ligne. Alors, pour les sujets, les écrits scientifiques faisaient ressortir le fait que c'est important que les jeunes soient déjà motivés à se mettre en action. Fait qu'on est mieux de mettre nos énergies sur les jeunes déjà motivés si on veut que ça ait un impact. Ça faisait aussi ressortir qu'ils devaient être soutenus par des membres de leur entourage. Puis dans le questionnaire en ligne, j'ai divisé les membres de l'entourage par les pairs, les parents, puis le personnel scolaire. Et ensuite, on a rajouté aussi, sur la base ça, de nos discussions, le fait qu'ils soient ouverts d'esprit, curieux, puis qu'il y ait déjà des attitudes et des valeurs pro-environnementales. Alors, à travers toutes les étapes que je vous ai montrées tantôt, qu'est-ce qui est ressorti comme étant le plus important, c'est ceux-là. Donc, déjà motivés à se mettre en action, être soutenus par leur père, par leur personnel scolaire, puis être ouverts d'esprit et curieux. Donc, c'est ça qui est ressorti comme le plus important. Par rapport aux objectifs dans les écrits scientifiques, ça veut dire sortir les comportements qu'on devrait cibler, en fait, si on veut que ça ait un impact, c'est de cibler des comportements qui font réellement une différence, des comportements en lien avec un problème qui est vécu actuellement dans la communauté, cibler des comportements qui sont réalistes à changer ou cibler des comportements automatiques ou faits par habitude. Donc, les deux en bleu pâle, c'est ceux qu'on a rajoutés là, pour l'activité. Il faut savoir que
J'avais tout le temps des exemples super concrets, là. Je les ai pas mis pour pas alourdir les éléments dans les boîtes, là, mais il y avait tout le temps des exemples concrets. Donc, comportements qui font réellement une différence, ce serait de cibler, par exemple, la diminution de la consommation de viande versus augmenter le recyclage. Ça ne se compare pas là, sur les GES, la différence entre ces deux comportements-là. Après ça, bon, comportement en lien avec un problème vécu dans la communauté, par exemple, s'il y a des usines à proximité, la pollution de l'air, des cours d'eau pollués, des choses comme ça. Des comportements réalistes à changer, par exemple, à l'école, installer le compostage versus mettre des menus juste végétariens à la cafétéria. Donc ça, on est peut-être un peu dans quelque chose qui est plus difficile à faire, malgré qu'on a eu des nouvelles par rapport à ça à l'Université de Montréal. Bref. Puis aussi des comportements automatiques faits par habitude. Ça peut être, par exemple, au lieu de se faire porter par ses parents à l'école, d'avoir du transport actif, de miser sur le transport actif. Donc, il y avait toujours des exemples pour les aider à bien faire leur choix. Et à travers les étapes de ma recherche, ce qui est ressorti comme le plus central, ça a été de cibler des comportements en lien avec un problème actuel et aussi des comportements qui sont réalistes à changer parce qu'à l'adolescence, je pense que c'est encore plus important qu'à l'âge adulte. Ensuite, la composante éducateur. Là, on avait quand même quelques trucs qui sont ressortis des écrits scientifiques. Donc, c'est quoi les caractéristiques qu'une personne animatrice devrait avoir pour que l'intervention soit efficace? Donc, on avait premièrement, bon, informé, passionné envers les thèmes abordés, à l'aise dans l'animation, ouvert aux différents points de vue, puis attentionné, chaleureux et empathique. Et dans le questionnaire en ligne, on a posé une question ouverte. Mis à part ces quatre éléments-là, quelles seraient selon vous des caractéristiques incontournables qu'une personne animatrice devrait avoir? Puis là, les thèmes qui sont ressortis comme les plus fréquents, ça a été la flexibilité et l'adaptation au groupe, capable de mettre en action les personnes participantes, être positif et optimiste, puis être capable de parler de soi-même et de s'ouvrir au groupe. Donc ça, c'est quand même des caractéristiques assez générales, là. On veut tous que nos animateurs soient comme ça, mais par rapport à l'environnement, le fait d'être informé, passionné envers les enjeux environnementaux, je pense que c'est important. Puis aussi d'être positif et optimiste, qui est capable, qui se démarque peut-être un peu là, dans ces caractéristiques-là. Et qu'est-ce qui est ressorti comme étant des incontournables dans les différentes étapes de la recherche? Ça a été ces éléments-là. Donc, voilà, informé, à l'aise, ouvert à différents points de vue, capable de s'adapter, puis capable de mettre en action les adolescents. Ensuite, les contenus incontournables à aborder dans une intervention jeunesse pour augmenter les comportements pro-environnementaux chez les jeunes. Dans les écrits scientifiques, il n'y avait pas vraiment de contenu précis. Ça disait, bon, les contenus doivent être basés sur des écrits scientifiques, doivent être intrusifs, mais il n'y avait pas de thème particulier, mis à part les savoirs traditionnels autochtones qui ont été identifiés comme importants. Alors, dans le questionnaire en ligne, encore une fois, on a posé une question ouverte, puis les thèmes qui sont ressortis le plus souvent, c'est aborder les changements climatiques, la consommation, le capitalisme, le pouvoir des actions individuelles et collectives, la biodiversité, la justice environnementale, l'éco-citoyenneté, les pistes d'action concrètes et les bienfaits de la nature sur la santé. Et avec mon partenaire, on a décidé de rajouter des éco-émotions aussi comme contenu incontournable. Et à la suite de l'ensemble des étapes de la recherche, les contenus les plus importants selon les différentes personnes, c'est ceux-là qui apparaissent ici à l'écran. Donc, à la fois les changements climatiques, la consommation capitaliste, la justice environnementale, donc faire comprendre aux adolescents que c'est souvent les populations marginalisées, défavorisées qui ont les plus grands impacts, alors que c'est eux qui font le moins de dommages. L'éco-citoyenneté et aussi des pistes d'action très concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire toujours en mode solution? Pour les leviers, ils sont pas mal tous sortis dans les écrits scientifiques. Donc, je les ai appelés cognitifs et affectifs. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire? Faut-il augmenter les connaissances, augmenter le pouvoir d'agir, augmenter la motivation? Le sentiment d'appartenance, c'était envers d'autres jeunes, envers des leaders environnementaux. Donc, c'est ça qui était ressorti des écrits scientifiques, pardon. Puis, ça, dans le questionnaire en ligne, je leur demandais de les mettre en ordre d'importance. Fait qu'il y avait les 8, puis ils devaient les classer vraiment en ordre. Et ceux qui sont ressortis le plus, c'est ces 4 leviers-là. Donc, connaissance, pouvoir d'agir, sentiment de connaissance avec la nature, puis les jeunes leaders environnementaux, là, sentiment d'appartenance. Par rapport aux leviers comportementaux, encore ici,
sorti des écrits scientifiques. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait augmenter leur analyse critique, leur résolution de problèmes, travail en équipe, la communication environnementale, la prise de décision. Puis, ce qui ressort, c'est les deux principaux, là, c'était l'analyse critique puis aussi le travail en équipe. Et les leviers sociaux et scolaires. Dans la littérature, encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Ça disait, bon, il faut renforcer les interactions sociales, il faut soutenir l'autonomie des jeunes, il faut utiliser les technologies, mais il n'y avait pas vraiment de levier. Alors, on en a, nous, ajouté là, dans le questionnaire en ligne. On a ajouté le fait d'augmenter les attitudes environnementales des pères, des parents et des enseignants, augmenter les contacts avec la nature en milieu scolaire, puis augmenter aussi les enjeux environnementaux dans le cursus. Et ce qui est ressorti comme étant des incontournables dans l'ensemble des démarches, ça a été les normes sociales positives et l'éducation relative à l'environnement, finalement. Et enfin, c'est quoi les activités les plus intéressantes à faire avec des adolescents si on veut les mobiliser dans la cause environnementale? Dans les écrits scientifiques, il y avait quelques pistes de réponse, par exemple des activités pratiques ou hands-on, donc vraiment se mettre les mains dedans, faire quelque chose de très, très pratico-pratique. Avoir des conférences aussi avec des experts puis des personnes inspirantes de la communauté. Et dans le questionnaire en ligne, questions vertes, selon eux, c'était quoi les meilleures activités? Et ce qui est ressorti, il y avait les sorties en nature, donc juste aller en nature, sans aucun objectif, juste aller en nature. Ensuite, des ateliers sur des thèmes précis, par exemple, un atelier sur le zéro déchet. Ensuite, les activités expérimentales et scientifiques. Ça, on peut penser, par exemple, à un BioBlitz. Ça, c'est le fait d'aller, par exemple, sur un terrain ou dans une parcelle de forêt, puis de recenser toute la vie qui se trouve dans un périmètre donné. Ensuite, il y avait des activités d'observation et de découverte. Donc, en plus d'être en nature, c'est de faire réaliser telle fleur, tel arbre, tel oiseau, donc que ça soit un petit peu plus interactif. Les activités sociales et collaboratives, donc les projets en groupe, des débats en classe, toutes ces choses-là, et les activités créatives, par exemple, créer du contenu sur les réseaux sociaux sur le thème de l'environnement. Faire un slam, la poésie, des choses comme ça. Donc, ça a tout l'air vraiment le fun, mais ce qui ressortait des différentes étapes de la recherche comme étant les plus centrales, c'était ces trois activités-là, donc des activités très pratiques, des conférences et des activités expérimentales et scientifiques. Alors voilà, je viens de faire le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport aux ingrédients clés. Là, je vous ai montré les éléments qui ont fait consensus, mais il y en a plein que j'ai enlevé qui n'étaient pas consensuels. C'est-à-dire que dans les écrits scientifiques, c'était super important. Rendu dans le questionnaire en ligne, ça ne l'était pas, puis dans l'activité, ça n'a pas été choisi. Mais là, je vous ai vraiment mis ceux qui étaient le plus consensuels. Par exemple, les savoirs traditionnels autochtones, c'est super important dans les écrits scientifiques, c'était super important dans le questionnaire, mais rendu dans l'activité pratique, personne ne l'a choisi comme quelque chose qui était incontournable. Donc voilà à quoi ça ressemblait mon activité pratique. Ça, c'est le modèle final de l'une des équipes. Donc, en haut, il y avait chacune des rubriques et les membres de l'équipe devaient, d'un commun accord, choisir les cartons qui allaient en dessous de chaque rubrique. Là, on voit ceux qui ont été choisis, mais il y en avait vraiment plus que ça. Je leur demandais, disons, d'en choisir 4 sur 8, 5 sur 10, 3 sur 5. Fait qu'il fallait vraiment qu'ils d'un commun accord, décident vraiment lequel qu'ils allaient garder pour leur modèle logique d'intervention. Puis j'avais deux modèles, j'avais deux équipes avec deux modèles, fait que j'étais capable aussi de voir qu'est-ce qui revenait d'un modèle à l'autre. C'était le fun, c'était super apprécié des personnes intervenantes, mais on trouvait ça vraiment difficile. Souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de tout mettre ensemble. Fait que disons, ben, ils choisissaient de travailler en équipe, mais ils disaient, ouais, mais tu sais, pour le travail en équipe, il faut que tu sois capable de résoudre des problèmes, fait qu'on va le laisser là. C'est comme s'ils mettaient toutes les choses dans un carton, puis ils mettaient ce carton-là, mais c'était pas vraiment ça le but. Ça m'a fait réfléchir, puis ils trouvaient aussi que des fois, c'était difficile de départager un peu ce qu'il y avait sur les cartons, même s'il y avait des exemples concrets, là. Mais somme toute, ça a été quand même très, très bien apprécié. Et aussi, ben, c'est ça, si vous êtes intéressé, là, toute cette démarche-là va être publiée dans la revue de psychoéducation, je pense, au mois d'avril. Et ben, dans la revue de psychoéducation, je mets le modèle logique d'intervention que je viens de vous montrer en plein de tout découper, mais je voulais faire quelque chose, puis je ne vous ai pas parlé des facteurs facilitants, mais
Je voulais, disons, comme je disais tantôt, des organismes jeunesse ou des écoles qui veulent monter des activités ou revoir leurs activités. Ben, il y aurait au moins ça qui pourrait regarder un peu, c'est quoi les incontournables selon les écrits scientifiques puis les savoirs expérientiels. C'est sûr, c'était juste 30 personnes, là, mais quand même, ça donne une idée un peu de qu'est-ce qui est important. Et ben, aussi, je voulais vous parler des entrevues que j'ai faites. Je vais vous faire ressortir des choses qui ne sont pas ressorties nécessairement des trois autres activités, des quatre autres activités de recherche. Par exemple, on leur demandait, ben, pour les animateurs, c'est quoi les caractéristiques que vous recherchez ou que vous trouvez qui sont le fun pour des adolescents? En fait, on leur faisait une mise en situation. Imagine-toi que quelqu'un vient dans ta classe pour animer un atelier sur les changements climatiques. Ben, quels sont les contenus que la personne devrait aborder? Qu'est-ce qu'on devrait essayer d'augmenter chez les jeunes? Quelles devraient être les caractéristiques de la personne qui anime? C'était des questions, on a fait plus une mise en situation pour les aider dans leur réponse. Et quelque chose qui n'était pas ressorti, c'était la bonne capacité de vulgarisation. Donc ça a été mentionné par plusieurs élèves, donc plusieurs adolescents. Ben, c'est ça, quelqu'un qui est capable de vulgariser les choses, personne que Fabien n'est pas capable de rendre interactive ou down to earth la situation. Des situations qui sont très fréquentes chez les jeunes, c'est plus difficile de vouloir écouter quand comme ça ne nous concerne pas finalement, puis que c'est mal vulgarisé. Et aussi, on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de l'idée que ce soit une personne, un membre des peuples autochtones qui vienne animer ou co-animer l'activité. Puis là, il y a quelqu'un qui a répondu vraiment une belle pensée par rapport à ça. Il était âgé entre 14 et 17 ans. Il était vraiment très, comment on dit ça? Voyons, le mot m'échappe, là, mais il parlait bien, là. Donc, en fait, là, je ne vois pas vraiment, là, parce qu'il y a quelque chose qui me cache. En fait, je pense que ça mènerait quelque chose de plus profond. Parce que les peuples autochtones, traditionnellement, tu sais, je ne sais pas de quelle nation cette personne-là viendrait, je ne sais pas c'est quoi son bagage culturel ni son histoire, mais souvent, traditionnellement, les peuples autochtones ont une plus grande proximité avec. Il y a un bagage culturel qui a un respect d'autrui, un respect de la nature, quelque chose de collectif. Donc, il était très articulé, c'est ce que je cherchais. Fait que, wow, j'aurais pas voulu avoir une meilleure réponse que ça. C'est aussi ce qui ressortait dans les autres activités, là, le fait que c'est quand même les peuples autochtones, ils ont été ben, à la fois, comment dire, ils vivent vraiment les impacts des changements climatiques, qui ont été très discriminés par rapport à ça. Euh, Toute la question de justice environnementale, puis en plus, ben, c'est des personnes qui ont vraiment un bagage intéressant là, à nous apporter. Aussi, un sujet qui m'intéresse vraiment, moi, c'est les normes sociales. Euh, Puis même, je pense que ma prochaine demande de subvention va être là-dessus. Quand on parle à des jeunes qui sont impliqués en environnement, parce que des fois, je vois des activités avec des organismes jeunesse, ils se sentent pas mal tout seuls dans leurs écoles. Ils disent que c'est pas populaire, c'est pas pantoute cool de s'impliquer en environnement. Ils se font juger tout ça négativement. Puis moi, ça m'énerve parce que ça bloque toute cette histoire-là. Parce qu'on sait qu'à l'adolescence, c'est vraiment important. Le fait d'être cool à l'école, puis comment qu'on peut rendre ça cool, là, l'engagement environnemental. Fait que j'ai questionné un petit peu là-dessus, puis il y a quelqu'un qui a répondu ce que je pensais, puis ce que j'avais entendu. Ça dit, bon, sinon, il y a plein de gens qui, tu sais, c'est comme l'opinion des autres. Genre, des fois, je suis dans un comité environnement, puis mes amis me jugent pas, mais ils me demandent, t'as pas peur que, genre, les gens ils disent quelque chose? Puis je suis comme, ben, moi, non, personnellement, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que, tu sais, qu'est-ce que les autres pensent, c'est vraiment un grand, ben, pour eux, ils veulent vraiment que les gens ils croient qu'ils sont cool, ou je sais pas trop quoi. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils vont moins s'impliquer à cause de ça. Fait que ça me mettait vraiment en mots l'impression que j'ai, puis quand j'en parle aussi avec d'autres adolescents. Et on leur demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ça? Comment on peut renverser ces normes sociales-là? Puis il y en a qui répondaient, ben, je sais pas trop, comme on devrait normaliser le fait de s'impliquer, normaliser, euh, excusez-moi, je suis encore cachée avec mon affaire, en tout cas, bref, éduquer. Et ça m'a vraiment fait rire, parce que sensibiliser les gens, ça montre que, tu sais, c'est pas juste des granos bizarres végés qui sont écolos, puis ils vont moins juger le monde. Alors, il y a vraiment des stéréotypes persistants, même chez les adultes, mais chez les adolescents aussi, qui font en sorte que je pense que même s'il y a des adolescents qui aimeraient ça s'impliquer, ils ne le feront pas parce que c'est juste mal vu à l'école. Et bien, pour terminer la présentation, je voulais aussi vous montrer leur message d'espoir. À la fin de l'entrevue, on leur demandait qu'est-ce que vous voudriez dire, c'est quoi le message que vous voudriez adresser
aux jeunes de votre âge, à vos parents, aux personnes enseignantes, puis au gouvernement. Donc là, on a fait un condensé de leurs réponses. Fait que pour les jeunes, c'était, ben, vous pouvez faire la différence, chaque geste compte. Reconnectez-vous avec la nature, puis allez au-delà des préjugés et du regard des autres. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. Ça reflétait vraiment aussi ce qui était dans les entrevues. Pour les parents, ben, faites attention à l'avenir que vous construisez pour nous. Soyez des modèles pour nous, puis donnez-nous un petit coup de pouce. Alors, même à l'adolescence, les parents sont super importants là, pour transmettre les valeurs puis aider les adolescents à se mobiliser. Pour les personnes enseignantes, transmettez-nous des connaissances, continuez à nous inspirer puis mettez en place des projets à l'école. C'était super positif par rapport aux personnes enseignantes dans les entrevues. Là. C'est vraiment des turning points dans leur vie les personnes enseignantes puis les projets porteurs à l'école. Donc ça, faudrait valoriser beaucoup ça chez les personnes enseignantes qui souvent vont s'investir de façon bénévole. Et par rapport au gouvernement, il y avait quand même quelque chose par rapport au courage politique pour faire avancer les choses. Donc, il l'a nommé. Je trouve ça vraiment beau à entendre. Puis aussi, écouter ce que nous avons à dire. Les adolescents sont vraiment en dehors du discours politique, ne sont jamais consultés, même si c'est eux qui vont vivre avec là, les conséquences de la crise climatique. Alors voilà, sur ces belles paroles, j'ai envie de dire que comme chercheurs, psychoéducateurs, comme parents aussi, on a tous et toutes un rôle à jouer pour soutenir les jeunes dans leur action climatique. Et ben, c'est important de le faire aussi là, parce qu'ils vont devoir faire face à beaucoup de changements là, dans les années à venir. Et voilà, merci.